Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Sherlock Holmes, son dernier coup d'archer, écrit par Sir Arthur Conan Doyle. C'est notre 5e épisode sur ce recueil de nouvelles et nous lirons ce soir la nouvelle, L'aventure du détective agonisant. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, je vous invite à checker la barre de lecture de la vidéo ainsi que la description de la vidéo. Il s'y trouve des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction et également les pauses que je ferai lors de la lecture. De même, si vous me regardez sur YouTube, que ça vous intéresse, cette épopée Sherlock Holmesienne, vous pourrez retrouver toutes les nouvelles précédentes et toutes les nouvelles à venir dans la playlist Et si on lisait Sherlock Holmes, son dernier coup d'archer. Mais vous pouvez également trouver les romans que nous avons déjà lus il y a de cela quelques années maintenant, je crois, à savoir la playlist Et si on lisait Sherlock Holmes, le chien des Baskerville, et si on lisait Sherlock Holmes, le signe des quatre. Voili voilou. Pour l'heure, comme d'habitude, nous sommes en live. Nous sommes vendredi 21h. Je rappelle que les créneaux habituellement de lecture sont le mardi et le vendredi à 21h. N'hésitez pas à nous rejoindre à l'occasion. Et bonsoir à ceux qui me rejoignent. Bonsoir Chamast, bonsoir Notias. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas croisés. Comment vas-tu? Bonsoir Chamast, bonsoir Notias, bonsoir Miss Perrine. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, une merveilleuse journée. Et puis, que si c'est pas le cas, vous allez trouver un petit peu de réconfort en cette soirée passée ensemble. Santé à tous les amis. La nouvelle du soir est assez courte. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'on est sur du 24 pages. Il me semble également que par rapport à d'autres nouvelles précédentes dans le recueil, il n'y a pas de partie ou de chapitre très codifié, on va dire. Il n'y a pas de découpe naturelle voulue par l'auteur, j'ai l'impression. Donc, considérez que cette fois-ci, la découpe que j'effectuerai dans l'œuvre est complètement arbitraire de ma part, complètement voilà, ça va pas faire sens, ça va être en plein milieu comme ça de la lecture, paf. Mais bon, il faut que je fasse des pauses parfois pour me reposer les cordes vocales. J'espère que vous le comprenez. Et du coup, bah, merci de nous rejoindre, Chamast, dans l'attente de tes joueurs. Je connais ce sentiment, j'ai eu la même inquiétude il y a de cela quelques jours, donc je comprends tout à fait. Bien. Je pense qu'on va entamer assez rapidement. J'ai pas grand-chose forcément à dire dans cette introduction, si ce n'est que les chances se sont retrouvées assez élevées, je pense, assez augmentées, qu'il y ait un live demain. Donc demain, je pense, en début d'après-midi, je dirais lancement du live entre 13h et 14h, quelque chose comme ça. Je pense. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux de manière plus certaine. Mais je pense que du coup, on partira entre 13h et 14h pour un live de quelques heures sur la suite de ma bibliothèque. Nous reprendrons aux auteurs dont l'initiale se commence par un T. Et je pense qu'on pourra arriver au bout de l'alphabet. Donc ça y est, c'est un gros pan qui se termine ici, n'est-ce pas? Je pense qu'on va réussir à venir à bout de ma bibliothèque complète. Pas tout à fait complète, puisque là, en l'occurrence, il ne s'agit que des romans, des recueils de nouvelles, des recueils de poésie et du théâtre. Donc il y a déjà beaucoup d'autres choses que je n'ai pas fait en revue, que ce soit les comics, les mangas, les textes que je dirais un peu différents aussi. Il y a des textes que que j'ai pas considérés dans cette bibliothèque, mais que je mets un peu à part quand c'est des textes un peu plus modernes et un peu plus utilitaires, si je peux dire. Je sais pas moi, par exemple des textes, des livres de cuisine, je dis n'importe quoi. Bah, je les ai pas rangés dans cette catégorie. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai un compte Babelio, si ça vous intéresse de m'ajouter, il n'y a pas de souci. Et puis sur Babelio, vous pouvez avoir accès à tout ce que j'ai, tout ce que je possède dans ma bibliothèque et
pas pour tout, mais pour une bonne partie, les notes que j'ai mises à ces œuvres et ainsi de suite. Donc voilà, ça peut vous intéresser potentiellement. J'ai aussi, des livres de jeux de rôle, par exemple. Enfin voilà, il y a des choses comme ça dont je vous ai pas forcément parlé en live. D'ailleurs, je me suis dit que pourquoi pas à l'occasion? Ce serait pas forcément, complètement à écarter. Mais surtout, là où je vois un avenir dans cette série sur ma bibliothèque, c'est de reprendre ma bibliothèque depuis la lettre A, de recommencer du début. Non pas pour repasser sur les mêmes œuvres, mais pour aller sur les nouvelles œuvres qui ont rempli ma bibliothèque depuis. Je sais pas quand est-ce que j'ai commencé cette série sur ma bibliothèque, ça doit faire quand même bien 6 mois, je pense. Bonsoir Chamas, merci d'être passé et bonne session de jeu à toi. Donc oui, je pense que ça doit bien faire 6 mois au moins qu'on a commencé cette série sur ma bibliothèque. Donc forcément, entre-temps, il y a eu de nouvelles acquisitions, de nouvelles arrivées. Donc voilà, il y a encore quelques ouvrages dont j'aimerais vous parler. Et puis, vous l'aurez deviné, de toute manière, la bibliothèque est certainement amenée à grossir et à grossir encore et encore au fur et à mesure des mois, des années. Donc, encore une fois, il n'est pas du tout exclu que par la suite de nouveaux épisodes aient lieu dans le tri de cette bibliothèque. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je pense avoir dit pas mal ce que je voulais dire en fait, hein. Oui, si, j'en ai déjà parlé lors du live précédent, mais je crois que j'en ai parlé en fin de live et tout. Enfin bon, bref. Du coup, j'en profite qu'on soit en début de live où plus de gens écoutent en rediffusion, par exemple, pour voilà, repropager petit à petit le message. Profitons, les amis, de ces lives. Profitons. Non pas que ce soit les derniers lives de ma vie, mais potentiellement les derniers lives d'une phase de ma vie et potentiellement il va y avoir un arrêt soit définitif, franchement je ne peux pas le dire, soit définitif, soit provisoire, soit un gros ralentissement assez rapidement. Là je peux vous dire que pour environ 2 gros mois je pense, ouais, un truc comme ça. Pour environ 2 mois, je devrais être à peu près tranquille. Pour environ 2 mois, je vais pouvoir continuer ce rythme de live, on va dire, entre 2 à 4 lives par semaine. Peut-être même que je vais justement vouloir profiter de pouvoir encore en faire pour pousser un peu plus loin. C'est pas exclu. J'ai pas envie de me forcer non plus, mais l'envie est plutôt là, je crois, de potentiellement faire des lives supplémentaires dans la semaine. Et voilà, de profiter de ces temps qu'on a ensemble, puisque à partir grosso modo de la rentrée prochaine, je vais essayer d'opérer un grand changement de vie et que ça risque d'amener pas mal de perturbations, pas mal d'imprévus, et que je pense que au moins pour une période, je vais avoir besoin d'une période de transition, d'adaptation. Donc pour au moins une période, soit ça sera complètement un rythme de zéro live, euh, soit, soit un énorme ralentissement. Et après cette période transitoire, peut-être, peut-être un retour des lives ou peut-être une reprise un peu plus assidue selon ce qui se sera passé. Ou peut-être, et je ne l'exclus pas et je préfère vous prévenir, peut-être tout simplement me rendrai-je compte que la nouvelle vie que j'entame n'est pas forcément très compatible avec la poursuite des lives. Auquel cas, il n'est pas exclu que ce soit la fin ou une pause qui peut durer peut-être quelques temps. Je ne sais vraiment pas. Je préfère pas m'avancer, mais je préfère aussi vous tenir au courant. Comme ça, au moins, vous ne serez pas surpris lors de ces changements. Et puis voilà, je préfère que ce soit à peu près transparent entre nous, qu'on en discute tout ça. Je dis à peu près transparent parce qu'après, il y a des choses qui relèvent de ma vie privée, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, au moins vous êtes à peu près au courant. Bien, sur ce, comme je le disais du coup au live précédent, profitons un maximum de cet été, j'ai envie de dire.
que nous pouvons encore partager. Ça va être trop cool, ça va être trop cool. On a des tas de choses à faire. On a déjà une pile de livres qui nous attend pour la suite après Sherlock Holmes. Donc, je vous ferai certainement voter pour ce qu'on lira après Sherlock Holmes d'ailleurs, sur Discord, je pense. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Et voilà. J'ai envie potentiellement de faire des lives de gaming. J'ai même eu l'idée, mais je sais pas si je vais le faire. Donc voilà. Non, ne prenez pas ça comme acquis. Mais je me suis même presque dit, est-ce que je referai pas un live de chaque concept que j'ai fait depuis le début de mes lives, un peu en souvenir du bon vieux temps. Donc peut-être la résurrection de très anciens concepts de live, je ne sais pas encore. Euh, j'ai aussi lancé un tout nouveau concept la semaine dernière, les mots portes, que j'aimerais vraiment continuer. Donc voilà, il y a des tas de possibilités. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à, comme je le disais la fois précédente, euh, manger du pain sinon il n'y en aura plus. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours et à me dire ah bah moi j'aimerais vraiment bien qu'il y ait ça, j'aimerais vraiment bien qu'il y ait ça. Je sais que par exemple, plusieurs personnes m'ont dit ah c'est vraiment cool quand tu fais des lives de gaming, j'aimerais trop que tu en refasses. C'est pas exclu, c'est pas exclu. Faites savoir vos envies et peut-être que ça me donnera l'étincelle suffisante. Peut-être que ça viendra confirmer ou infirmer des envies que j'aurai ou que je n'aurai pas. Donc voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Ce soir, la lecture, l'aventure du détective agonisant. Miss Perrine qui nous demande si c'est de mauvais augure pour Sherlock. On peut le croire à première vue. J'avoue ne pas connaître du tout les histoires de Sherlock Holmes, donc je me tiendrais bien de faire quelques suppositions que ce soit. Euh, mais ça pourrait être un cas de figure intéressant de voir Sherlock Holmes en difficulté mortelle a priori. Voyons ce qu'il va en être. On va se lancer. Je te souhaite une bonne écoute, Miss Perrine, bonne écoute Notia si tu es toujours parmi nous. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Comme je le disais plus tôt, la lecture du soir sera assez courte. Je ne vais faire qu'une seule pause. Et elle sera arbitraire. Elle n'est pas définie par un arrêt naturel voulu par l'auteur. Il faut que je m'arrête vers quelle page déjà ? Il faut que je le sente du coup. Vu qu'il n'y a pas d'arrêt prévu par l'auteur, il faut que je le sente en fait. Il faut que je me dise, ok, le milieu de la nouvelle c'est cette page-là, donc à peu près vers cette page-là, si je sens qu'il y a un moment de creux, je ferai une pause. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ok, je pense voir où je vais faire ma pause. Mais de toute manière, il va falloir que je le sente avec, avec mon 6e sens de lecteur quand je serai à la bonne page. Bref, à tout à l'heure. 5e nouvelle du recueil. L'aventure du détective agonisant. Madame Hudson, la logeuse de Sherlock Holmes, était d'une patience éprouvée. Non seulement son appartement du premier étage était envahi à toute heure d'une foule de gens bizarres et souvent peu recommandables, mais encore son célèbre locataire manifestait une excentricité et une irrégularité d'habitude qui auraient dû épuiser son indulgence. Son incroyable manque de soin, sa prédilection pour la musique à des heures que tout un chacun réserve au sommeil, son entraînement au revolver en chambre, ses expériences scientifiques aussi étranges que malodorantes, l'ambiance de violence et de danger qui l'entourait, faisaient de lui le pire des locataires de Londres. D'autre part, il la réglait princièrement. Je suis sûr que, pour le prix que Holmes loua son meublé pendant les années que je vécus avec lui, il aurait pu acheter toute la maison. La logeuse éprouvait pour lui une terreur respectueuse. Jamais elle n'osait le contredire, bien qu'il usât parfois avec elle de manières apparemment offensantes. Elle l'aimait bien, aussi, car dans ses rapports ordinaires avec les femmes, il mettait beaucoup de gentillesse et de courtoisie. Il n'avait nulle confiance dans le sexe faible, mais il était toujours un adversaire chevaleresque. Comme je savais à quel point Madame Hudson lui était dévouée, j'écoutais donc avec une vive attention l'histoire qu'elle vint me raconter à mon domicile au cours de la 2e année de mon mariage. Il s'agissait de l'état pitoyable où était tombé mon pauvre ami. « Il est à l'agonie, docteur Watson, me déclara-t-elle.
Depuis 3 jours, il sombre, et je me demande s'il passera la journée. Il ne voulait pas que j'aille chercher un médecin. Mais ce matin, quand j'ai vu ses os qui trouaient presque la peau de sa figure, et quand il m'a regardé avec des yeux brillants agrandis par la fièvre, je me suis mis en colère. Avec ou sans votre permission, monsieur Holmes, lui ai-je dit, je vais immédiatement appeler un médecin. Il m'a répondu, dans ce cas que ce soit Watson. Je n'ai pas perdu une minute, monsieur, et je vous prie de vous hâter si vous voulez le retrouver vivant. J'étais horrifié. J'ignorais totalement qu'il fût malade. Inutile de préciser que je me précipitai sur mon manteau et mon chapeau. Pendant qu'un fiacre nous conduisait à Baker Street, je lui ai réclamé des détails. Je ne peux pas vous dire grand-chose, monsieur. Il a travaillé sur une affaire en bas de Rotherhithe, près de la Tamise, et il en a ramené cette maladie. Il s'est alité mercredi après-midi et il ne s'est pas relevé. Depuis 3 jours, il n'a rien mangé ni bu. Grand Dieu, pourquoi ne pas avoir appelé un médecin? Il ne voulait pas, monsieur. Vous savez comme il n'est pas commode. Je n'ai pas osé lui désobéir. Mais il ne sera pas longtemps de ce monde, comme vous vous en apercevrez au premier coup d'œil. En vérité, un spectacle déplorable m'attendait. À la lumière douteuse d'un jour brumeux de novembre, cette chambre de malade était déjà sinistre. Mais le visage décharné, épuisé qui me regarda du lit, me glaça le sang. Les yeux avaient l'éclat de la fièvre. Les pommettes étaient rouges. Des croûtes noires collaient aux lèvres. Sur la couverture, des mains maigres tremblaient. Holmes geignait spasmodiquement. Quand j'entrai dans la chambre, il était étendu dans une sorte d'apathie complète. Pourtant, quand il me vit, un éclair passa dans son regard. « Eh bien, Watson, on dirait que je traverse une mauvaise passe, n'est-ce pas ?» fit-il d'une voix faible, où je retrouvai toutefois un peu de son insouciance d'autrefois. « Mon cher ami, m'écriai-je en m'approchant. « Reculez, reculez tout de suite, commanda-t-il avec une impétuosité âpre que je ne lui avais connue que dans des moments critiques. Si vous approchez, Watson, je vous ordonnerai de quitter cette maison. Mais pourquoi? Parce que c'est mon désir. Cela ne vous suffit-il point? Décidément, Madame Hudson avait raison. Il était moins accommodant que jamais. Quelle pitié, néanmoins, de le voir dans cet état. Je ne voulais que vous aider, expliquai-je. Très bien. La meilleure aide que vous puissiez m'apporter est de faire ce que je vous dis. Certainement, Holmes. Sa sévérité tomba. Vous n'êtes pas fâché? Demanda-t-il en faisant effort pour respirer. Pauvre diable, comment me fâcher alors qu'il était si bas? C'est dans votre propre intérêt, Watson, articula-t-il. Mon intérêt? À moi? Je sais ce dont je souffre. Il s'agit d'une maladie fréquente, chez les Coolies, à Sumatra. Maladie que les Hollandais connaissent beaucoup mieux que nous, mais contre laquelle ils sont quasi impuissants jusqu'ici. Une seule chose est certaine, le mal est infailliblement mortel et horriblement contagieux. Il s'exprimait à présent avec une énergie fébrile. Ses longues mains frémissantes m'intimèrent de ne pas bouger. Contagieux par le toucher, Watson. C'est cela, par le toucher. Gardez vos distances et tout ira bien. Mon Dieu, Holmes, supposez-vous qu'une telle considération puisse m'arrêter? Elle me laisserait indifférent si j'avais affaire à un inconnu. Vous imaginez-vous qu'elle m'empêcherait d'accomplir mon devoir envers un si vieil ami? J'avançai, mais je fus cloué sur le plancher par un regard furieux. Si vous demeurez là, je parlerai. Sinon, sortez d'ici. J'ai un si profond respect pour les qualités extraordinaires de Holmes que j'ai toujours déféré à ses ordres, même quand je ne les comprenais pas. Mais ce jour-là, tous mes instincts professionnels étaient en alerte. Partout ailleurs, il pouvait être mon maître. Dans cette chambre de malade, au moins, j'étais le sien. Holmes, lui dis-je, vous n'êtes pas vous-même. Un malade n'est qu'un enfant, et je vous soignerai comme un enfant. Que cela vous plaise ou non, j'examinerai vos symptômes, et je vous ordonnerai un traitement approprié. Il me regarda avec des yeux venimeux. Si, que cela me plaise ou non, je dois être examiné par un médecin, alors que ce médecin soit au moins un praticien en qui j'ai confiance, soupira-t-il. Vous n'avez donc pas confiance en moi? En votre amitié, si, bien sûr. Mais les faits sont les faits, Watson. Après tout, vous n'êtes qu'un médecin de médecine générale dont l'expérience est très restreinte et les titres médiocres. Il m'est pénible d'avoir à vous dire des choses pareilles, mais vous ne m'avez pas laissé le choix. J'eus beaucoup de peine.
Un tel langage est indigne de vous, Holmes. Il me révèle en tout cas l'état de vos nerfs. Mais si vous n'avez pas confiance en moi, je ne vous imposerai pas mes services. Je vais aller chercher Sir Jasper Meek ou Penrose Fisher, ou l'un de nos meilleurs praticiens de Londres. Mais vous aurez quelqu'un, je vous le jure. Si vous croyez que je vais rester ici et vous voir mourir sans rien faire, ou sans faire venir quelqu'un, c'est que vous me connaissez bien mal. Vous avez de bonnes intentions, Watson, laissa échapper le malade entre un grognement et un gémissement. Vous démontrerai-je votre ignorance? Que savez-vous, je vous prie, de la fièvre de Tapanuli? Que savez-vous de l'infection noire de Formose? Je n'en ai jamais entendu parler. Il y a beaucoup de cas maladifs, beaucoup d'étranges possibilités pathologiques en Orient, Watson. Il s'arrêtait entre chaque phrase pour rassembler ses forces défaillantes. J'ai appris bien des choses au cours de récentes recherches médico-criminelles. C'est en les effectuant que j'ai contracté mon mal. Vous ne pouvez rien faire. Peut-être, mais je sais par hasard que le docteur Ainstree, la plus grande autorité vivante en matière de maladies tropicales, se trouve actuellement à Londres. N'insistez pas, Holmes. Sur l'heure, je vais le chercher. Et je me dirigeai résolument vers la porte. Jamais je n'éprouvai un tel choc. La seconde d'après, avec un bond de tigre, le mourant m'avait pris à bras le corps. J'entendis une clé qui tournait dans la serrure. Il revint en titubant s'abattre sur son lit, épuisé et haletant après ce terrible sursaut d'énergie. Vous ne m'arracherez pas la clé de force, Watson. Je vous ai eu, mon ami. Vous êtes ici, vous y resterez jusqu'à ce que mon bon plaisir en décide autrement. Mais je me prêterai à vos caprices. Tout cela par petits paquets, entrecoupés de douloureux efforts pour reprendre haleine. Vous ne songez qu'à mon propre bien. Bien sûr, je le sais. Je vous laisserai faire, mais donnez-moi le temps de récupérer des forces. Pas maintenant, Watson, pas maintenant. Il est 4 heures. À 6 heures, vous pourrez sortir. C'est stupide, Holmes. Seulement 2 heures, Watson. Je vous promets que vous pourrez sortir à 6 heures. Voudrez-vous attendre? Je crois que je n'ai pas le choix. En effet, Watson. Merci. Je n'ai pas besoin d'aide pour arranger les draps. Gardez vos distances, s'il vous plaît, Watson. D'ailleurs, j'ajoute une autre condition. Vous irez chercher du secours, non auprès de l'homme dont vous avez cité le nom, mais auprès de celui que je vous désignerai. Si vous voulez. Les 3 premiers mots sensés que vous avez prononcés depuis que vous êtes entré, Watson. Vous trouverez des livres par là. Je suis un peu fatigué. Je me demande ce qu'éprouve une batterie quand elle déverse de l'énergie dans un non-conducteur. À 6 heures, Watson, nous reprendrons notre entretien. Mais il était écrit que nous le reprendrions bien avant 6 heures, et dans des circonstances qui me causèrent un choc à peine moins formidable que celui que j'avais ressenti quand, devant la porte, il avait sauté sur moi. Pendant quelques minutes, j'étais demeuré assise à contempler dans le lit cette forme humaine silencieuse. Les draps recouvraient presque tout son visage, et il semblait endormi. Puis, incapable de me mettre à lire, j'avais fait lentement le tour de la chambre en regardant les portraits des criminels célèbres qui décoraient les murs. Finalement, au cours de cette déambulation sans but, j'arrivai devant la cheminée. Un désordre de pipes, de blagues à tabac, de seringues, de canifs et de cartouches de revolver s'étalait sur le manteau. Au milieu, il y avait une petite boîte d'ivoire blanche et noire avec un couvercle à glissière. C'était un joli objet, et j'avais allongé la main pour l'examiner d'un peu plus près quand... Oh! Ce fut un cri terrible qu'il poussa. Un cri qui dut être entendu de la rue. Quand je l'entendis, j'eus la chair de poule et mes cheveux se hérissèrent. Je me retournai et surpris un regard délirant dans un visage convulsé. Je restai pétrifié, avec la petite boîte dans ma main. « Reposez-la! Posez-la immédiatement, Watson! Tout de suite, vous dis-je !» Sa tête retomba sur l'oreiller, et il exhala un profond soupir de soulagement quand j'eus replacé la boîte sur la cheminée. « Je déteste que l'on touche à mes affaires, Watson. Vous le savez, je déteste cela. Vous m'énervez au-delà de toute limite. Vous, un médecin, vous en faites assez pour mener un malade dans un asile de fous. Asseyez-vous, mon vieux, et laissez-moi me reposer. » Cet incident ne me plut pas du tout. L'excitation violente et sans motif de Holmes, suivie d'un ton brutal si éloigné de sa mesure habituelle, me prouvait le désordre de son esprit. De toutes les ruines, celle d'un esprit distingué est la plus lamentable. Je m'assis, désespéré, et ne dis mot avant que le délai stipulé se fût écoulé.
Il semblait avoir surveillé l'heure avec autant d'attention que moi, car un peu avant 6 heures, il se mit à parler avec la même nervosité. Maintenant, Watson, avez-vous de la monnaie dans votre poche? Oui. Des pièces d'argent? Plusieurs. Combien de demi-couronnes? 5. Ah, trop peu, trop peu. Pas de chance, Watson. Néanmoins, mettez-les dans votre gousset. Et le reste de votre monnaie dans la poche gauche de votre pantalon. Merci. Vous aurez beaucoup plus d'équilibre ainsi. C'était un délire stupide. Il frissonnait. Il émit un bruit à mi-chemin entre un coup de toux et un sanglot. Maintenant, allumez le gaz, Watson. Mais veillez soigneusement à ce que, pas un instant, la clé ne soit tournée plus qu'à moitié. Merci, c'est parfait. Non, ne baissez pas le store. Maintenant, voulez-vous avoir l'obligeance de placer des lettres et des journaux sur cette table à ma portée? Merci. Maintenant, apportez-moi un peu de ce désordre sur la cheminée. Très bien, Watson. Il y a là une pince à sucre. S'il vous plaît, utilisez-la pour saisir cette petite boîte en ivoire que vous placerez ici, parmi les journaux. Bien. Vous pouvez maintenant aller chercher Monsieur Culverton Smith, 13 Lower Burke Street. Pour être franc, mon désir d'appeler un confrère avait quelque peu faibli, car le pauvre Holmes délirait si visiblement que je craignais de le laisser seul. Cependant, il paraissait aussi vivement souhaiter être examiné par la personne qu'il venait de nommer que tout à l'heure obstiné à refuser toute consultation. « Je n'ai jamais entendu ce nom-là, » répondis-je. « C'est possible, mon bon Watson. Vous serez peut-être étonné d'apprendre que l'homme qui connaît le mieux cette maladie n'est pas un médecin, mais un planteur. M. Culverton Smith est un Colombien connu à Sumatra, et il séjourne actuellement à Londres. Une épidémie sur sa plantation, éloigné de tout secours médical, l'a conduit à l'étudier personnellement, et il a obtenu des effets qui vont loin. C'est un homme très méthodique, et je ne désirerais pas que vous alliez chez lui avant 6 heures parce que j'étais sûr que vous ne le trouveriez pas auparavant. Si vous pouvez le convaincre de venir ici, et de nous faire profiter de son expérience unique de cette maladie, dont l'étude est devenue sa marotte, je ne doute pas qu'il pourrait me sauver. » Je répète les phrases de Holmes, comme si elles n'avaient pas été entrecoupées par des efforts pour respirer et par des crispations de mains qui montraient combien il souffrait. Son aspect physique avait empiré depuis mon arrivée. Les pommettes étaient encore plus rouges, les yeux cernés brillaient avec plus de feu, son front ruisselait de sueur froide. Il conservait toutefois sa façon désinvolte de parler. Jusqu'à son dernier souffle, il continuerait à se dominer. « Vous lui direz exactement dans quel état vous m'avez laissé, » reprit-il. « Vous lui confierez l'exacte impression que vous avez, celle d'un homme à l'agonie et qui délire. Vraiment, je me demande pourquoi tout le lit de l'océan n'est pas constitué par une masse solide d'huîtres, tant ces coquillages semblent prolifiques. Ah, je vagabonde. C'est étrange comme le cerveau contrôle le cerveau. Que disais-je, Watson? Vous me donniez mes instructions pour M. Culverton Smith. Ah oui, je me souviens. Ma vie en dépend. Plaidez ma cause auprès de lui, Watson. Nous ne sommes guère en bons termes tous les deux. Son neveu, Watson, j'avais flairé une déloyauté grave, et je me suis permis de le lui faire comprendre. L'enfant est mort, d'une mort horrible, il m'en veut. Vous l'apaiserez, Watson. Priez-le, suppliez-le. Amenez-le ici, n'importe comment. Il peut me sauver, lui seul. Je l'amènerai dans un fiacre, même si je dois l'y traîner de force. Vous ne ferez pas cela. Vous le convaincrez de venir. Et vous reviendrez ici avant lui. Dites-lui ce qui sera nécessaire pour ne pas revenir en même temps que lui. N'oubliez pas, Watson, vous ne m'avez jamais manqué de parole. Sans aucun doute, il existe des ennemis naturels qui limitent la croissance des êtres. Vous et moi, Watson, nous avons joué notre rôle. Le monde sera-t-il donc envahi par des huîtres? Non, non, ce serait horrible. Transmettez-lui tout ce que vous pensez de mon cas. Je sortis sur cet écho d'une magnifique intelligence balbutiant comme un enfant idiot. Il m'avait remis la clé, je l'emportai pour qu'il ne s'enferme pas. Madame Hudson attendait, tout en larmes et tremblante, dans le couloir. Derrière moi, quand je descendis l'escalier, j'entendis la voix haute et aigre de Holmes entonner un chant délirant. Tandis qu'en bas je hélais un fiacre, un homme vint vers moi à travers le brouillard. « Comment va monsieur Holmes, monsieur ?» me demanda-t-il. C'était une vieille connaissance.
l'inspecteur Morton de Scotland Yard, en civil. Il est très malade, répondis-je. Il me dévisagea d'un air bizarre. Si ce n'avait pas été trop diabolique, j'aurais parié avoir distingué un éclair de satisfaction sur son visage. On me l'avait dit, murmura-t-il. Le fiacre étant arrivé, je le quittai. Je m'arrête là pour le moment. Nous nous marquons une toute petite pause. Comme je le disais, la lecture du soir va être assez courte, donc je vais essayer de reprendre la lecture le plus vite possible. On n'a que 24 pages de nouvelles, ça se lit vite. Par contre, j'ai l'impression d'avoir fait ma découpe à un moment à peu près legit, on va dire. Ça va, je suis content. Parce que là, voilà, on a eu vraiment l'installation de l'intrigue, on a eu vraiment la préparation. Et c'est très, très intéressant, je trouve, de voir Holmes dans cette difficulté. Voir le personnage réduit à l'état carrément de délire, c'est très intéressant, je trouve. Je trouve que du coup, le personnage de Watson prend une importance beaucoup plus grande. Euh, le fait que Watson soit le narrateur de toutes ces nouvelles, de toutes ces histoires, eh bien là, ça a beaucoup plus d'impact parce que du coup, on a le ressenti vraiment d'un ami aussi. Un ami qui voit un ami souffrir. Et en plus, Watson est médecin, donc très intéressant également. D'ailleurs, waouh, je me suis dit, pauvre Watson, c'est un truc qu'on peut se dire souvent, je trouve, dans l'œuvre de Conan Doyle. Mais là, je me suis vraiment dit, ah, ça fait mal au cœur pour Watson. Et il le dit lui-même d'ailleurs. À un moment, il dit, il y a une narration pendant le dialogue qui dit que ça l'a blessé. Je sais plus exactement la phrase. Voilà, j'ai eu beaucoup de peine. Juste le dialogue qui s'arrête pour une phrase de narration. J'ai eu beaucoup de peine. Je trouve ça si triste. Je trouve ça si triste. Ça fend le cœur pour Watson, le pauvre. Et non, mais très intéressant. Ça change complètement. Ça change complètement la dynamique. Et c'est vraiment, vraiment, comment dire, une situation inédite pour moi de voir Holmes dans ce genre d'extrémité. Donc non, c'est très intéressant. Il reste toujours aussi directif malgré la maladie. Je me demande même s'il l'est pas plus. Je me demande même s'il l'est pas plus. Je l'ai trouvé vraiment désagréable pour le coup. Et du coup, bonsoir Athanas, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Athanas qui nous dit: la manière dont il délire me fait penser à un mix étrange entre Renfield et Van Helsing de Dracula. Ça peut être ça. Ça peut être ça, c'est marrant comme comparaison. Mais non, franchement, je trouve la situation très intéressante. Très, très intéressante. C'est rare quand même de voir. Enfin, ouais, je sais pas. Un personnage, en fait, avec une espèce de prestance comme Sherlock Holmes, de le voir bah, très diminué, je trouve que c'est quelque chose assez inédit et assez rare dans les œuvres littéraires ou dans les œuvres de fiction de manière plus large d'ailleurs. Avoir un personnage très charismatique, euh, malade, c'est vachement intéressant. J'aime beaucoup. Je trouve ça très... En fait, je trouve ça très malin de la part de Conan Doyle parce que je trouve ça presque de facto intriguant. On est tellement habitué au personnage de Sherlock Holmes dans les autres nouvelles romans que forcément, quand on est face à cette situation, on est en mode oula, qu'est-ce qui va se passer? On veut en savoir plus, quoi. Donc, je trouve ça très malin de la part de l'auteur d'avoir écrit un texte comme ça. Et du coup, est-ce que on peut considérer qu'il va y avoir une enquête? Est-ce qu'on peut considérer qu'il va y avoir une enquête dans cette nouvelle? Je suis vraiment pas sûr. Mais peut-être. Et si c'est le cas, je suis très curieux de voir comment ça va se faire. Ça peut être, encore une fois, très malin, très subtil. Non, je pense que je vais bien aimer cette nouvelle. Hmm.
Miss Perrine qui nous dit: «On a l'impression qu'il n'a plus de force pour contenir son mauvais caractère et sa manière d'être hautaine». Bah ouais, je ressens ça aussi, ouais. J'ai un peu cette impression-là. Écoutez, comme je le disais, la nouvelle est assez courte. Reprenons. Reprenons directement. Euh, D'ailleurs, j'avais vu sur la page Wikipédia qu'on avait une piste, enfin, que en gros des gens avaient statué sur quelle était la maladie qui avait frappé Holmes. Donc, on ira peut-être regarder en fin de live. Euh, je vais essayer au maximum de faire ça. Vous me direz encore une fois, n'hésitez pas à me faire des retours, à continuer de perpétuer cette nouvelle tradition que j'ai instaurée des mots de la fin. Donc, comme d'habitude, si pendant la lecture il y a des mots qui vous interpellent, des mots dont vous n'êtes pas sûr de la définition ou dont vous souhaiteriez simplement avoir une définition plus précise, savoir l'étymologie, et ainsi de suite, si ça vous intéresse qu'on se penche sur un mot, n'hésitez pas, dans le chat, vous mettez mot, deux points et le mot qui sera apparu dans le texte. De même, ça peut être des concepts, ça peut être des noms propres, ça peut être des noms de lieux, des noms de personnages, et ainsi de suite. Donc voilà, je pense qu'à la fin de l'œuvre, ce que je fais souvent du coup, c'est que je vais voir 3 mots de la fin. Et donc dans les mots de la fin, aujourd'hui, on ira certainement vérifier vite fait la maladie de Holmes. En tout cas, au moins regarder quel est le nom que les gens ont trouvé à cette maladie. Bref, poursuivons. Je vous rappelle que c'est moi qui ai décidé de la pause, il n'y a pas de pause dans le texte. Je reprends juste la phrase avant, ça va aller très rapidement. Allons-y. Bonne écoute Miss Perrine, bonne écoute Athanas, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À très vite pour la fin du live. L'aventure du détective agonisant, suite et fin. Le fiacre étant arrivé, je le quittai. Lower Burke Street était une rue bordée de belles maisons dans un quartier qui s'étend entre Notting Hill et Kensington. La demeure devant laquelle mon cocher s'arrêta avait un extérieur respectable et imposant, avec ses balcons en fer forgé, sa porte massive à 2 battants, ses cuivres étincelants. Décor complété harmonieusement par le maître d'hôtel qui se dressa sur le seuil, dans une lumière rose qui émanait d'une lampe électrique placée derrière lui. « Oui, monsieur Culverton Smith est ici. Le docteur Watson ? Très bien, monsieur, je vais présenter votre carte. » Mon titre, aussi modeste que mon nom, ne sembla pas impressionner monsieur Culverton Smith. À travers la porte à demi ouverte, j'entendis une voix de fausset pétulante, agressive. « Qui est cette personne ? Que me veut-elle ? Mon Dieu, Staples, combien de fois ne vous ai-je pas dit que je ne voulais pas être dérangé pendant mes heures d'études ?» Un flux discret de paroles apaisantes jaillit de la bouche du maître d'hôtel. « Eh bien, je ne le verrai pas, Staples. Je ne peux pas supporter que mon travail soit haché de la sorte. Je ne suis pas à la maison. Dites-le lui. Dites-lui de revenir un matin, s'il désire réellement me voir. » De nouveau, le murmure pacifiant. « Non, non, transmettez-lui ce message. Qu'il vienne un matin ou qu'il s'en aille au diable. Je ne veux pas être dérangé. » Je pensais à Holmes gisant sur son lit de malade et comptant peut-être les minutes qui le séparaient du moment où les secours arriveraient. Ce n'était pas l'heure des politesses. Sa vie dépendait de ma promptitude. Avant que le maître d'hôtel, entre 2 courbettes, eût pu me communiquer son message, je l'avais écarté et j'étais entré dans la pièce. Poussant un cri aigu de colère, un homme se leva d'un fauteuil à côté du feu. Je vis un grand visage jaune, à la peau grasse et rude, nanti d'un lourd double menton et 2 yeux gris maussades menaçants, qui étincelaient sous des sourcils broussailleux, couleur de sable. En équilibre sur un côté de son haut crâne chauve, une petite calotte de velours était coquettement posée. Le crâne avait une énorme capacité. Pourtant, quand mon regard descendit, je m'aperçus avec stupéfaction que l'homme était petit et frêle, que ses épaules et son dos étaient tordus comme quelqu'un qui aurait été rachitique dans sa jeunesse. « Que veut dire ceci ?» cria-t-il de sa voix de fausset. « Que signifie cette intrusion ? Ne vous ai-je pas fait dire que je vous recevrai demain matin ?»« Je suis désolé, dis-je, mais l'affaire qui m'amène ne souffre aucun délai. Monsieur Sherlock Holmes ?» Le nom de mon ami produisit un effet extraordinaire sur le petit homme.
Toute trace de colère disparut de son visage. Sa physionomie devint tendue, en alerte. « Venez-vous de la part de Holmes ?» Je le quitte un instant. « Comment va-t-il » ? Il est dans un état désespéré. Voilà pourquoi je suis venu. L'homme m'indiqua une chaise et fit demi-tour pour se rasseoir. La glace qui se trouvait au-dessus de la cheminée me réfléchit sa figure. J'aurais juré qu'elle s'était éclairée d'un sourire méchant, abominable. Pourtant, je crus qu'il s'agissait d'une sorte de contraction nerveuse, car lorsqu'il se retourna dans ma direction, ses traits étaient parfaitement impassibles. « Je regrette cette nouvelle, » dit-il. « Je ne connais M. Holmes qu'à travers quelques affaires que nous avons eu à traiter ensemble, mais j'éprouve beaucoup de respect pour ses talents et pour son caractère. C'est un amateur du crime comme j'en suis un de la maladie. Voilà mes prisons, ajouta-t-il en me montrant une rangée de flacons et de fioles sur une table latérale. Parmi ces cultures de gélatine, quelques-uns des plus grands criminels du monde sont en train de purger leur peine. C'est en raison de vos connaissances spéciales que M. Holmes souhaitait vous voir. Il professe une très haute opinion de vous, et il a pensé que vous étiez le seul homme au monde à pouvoir le secourir. » Le petit homme sursauta, et la calotte chut sur le tapis. « Pourquoi » demanda-t-il. « Pourquoi M. Holmes pense-t-il que je pourrais le secourir ?»« Parce que vous êtes compétent dans les maladies orientales. »« Mais d'où vient qu'il croit que sa maladie est orientale ?» Parce que, au cours d'une enquête professionnelle, il a travaillé avec des marins chinois sur les docks. M. Culverton Smith sourit avec satisfaction et ramassa sa calotte. « Oh, voilà pourquoi, j'espère que le mal n'est pas si grave que vous le supposez. Depuis combien de temps est-il malade ?»« 3 jours. »« Délire-t-il ?»« De temps en temps. »« Tut, tut, cela paraît sérieux. Il serait inhumain de ne pas répondre à son appel. Je répugne à être dérangé dans mon travail, Dr. Watson, mais cette affaire est exceptionnelle. Je vous accompagne tout de suite. » Je me souvins des instructions de Holmes. « J'ai un autre rendez-vous, » m'excusai-je. « Très bien, j'irai donc seul. J'ai en note l'adresse de M. Holmes. Vous pouvez vous fier à moi. Dans une demi-heure au plus, je serai chez lui. » C'est d'un cœur lourd que je pénétrai dans la chambre de Holmes. Le pis était peut-être survenu en mon absence. Je fus grandement soulagé en constatant les progrès qu'au contraire il avait accomplis. Il avait toujours l'air d'un spectre, mais toute trace de délire avait disparu. Il parlait encore d'une voix faible, certes, toutefois sa lucidité et sa netteté ne l'avaient pas abandonné. « Alors, l'avez-vous vu, Watson ?»« Oui, il vient. »« Admirable, Watson, admirable. Vous êtes le meilleur des messagers. » Il voulait m'accompagner. « Oh, il ne le fallait surtout pas. Impossible, Watson. A-t-il demandé quel était mon mal ?» Je lui ai parlé des Chinois d'East End. « Très exact. Eh bien, Watson, vous avez fait tout ce que pouvait faire un bon ami. Maintenant, vous pouvez disparaître de la scène. » Je dois attendre et écouter son avis, Holmes. « Bien sûr. Mais j'ai des raisons de supposer que cet avis serait beaucoup plus sincère et valable s'il croyait que nous sommes seuls. Il y a juste assez de place derrière la tête de mon lit, Watson. » « Mon cher Holmes, je crains que vous n'ayez pas le choix, Watson. La chambre ne se prête pas à beaucoup de cachettes, ce qui est parfait, autrement elle éveillerait des soupçons. Mais là, Watson, juste là, je crois que vous y arriverez. » Il se redressa soudain, et son visage hagard se couvrit d'une expression d'intensité farouche. « Voilà les roues, Watson. Vite, mon vieux, si vous m'aimez. Et ne bougez pas, quoi qu'il arrive, entendez-vous ? Ne parlez pas, ne remuez pas. Écoutez seulement, mais de vos 2 oreilles. » En un instant, son subit accès de force disparut, et son langage de commandement fit place aux murmures incompréhensibles d'un homme en proie au délire. De ma cachette, j'entendis les pas monter l'escalier, puis la porte s'ouvrir et se refermer. Alors, à ma surprise, s'établit un long silence, seulement interrompu par les râles et la respiration lourde du malade. Je m'imaginais que notre visiteur se tenait debout près du lit et examinait Holmes. Enfin, ce silence pesant cessa. « Holmes !» s'écria-t-il. « Holmes !» Sa voix ressemblait à celle de quelqu'un qui aurait voulu réveiller un dormeur. « Vous ne pouvez pas m'entendre, Holmes ?» Il y eut une sorte de froissement d'étoffe, comme s'il avait rudement secoué le malade par les épaules. « Est-ce vous, monsieur Smith ?» chuchota Holmes. « J'osais à peine espérer que vous viendriez. » L'autre se mit à rire. « Je ne l'aurais pas cru non plus. Et pourtant, voyez-vous, je suis ici. Les charbons ardents, Holmes.
les charbons ardents. C'est très bien de votre part, très noble. J'apprécie vos connaissances particulières. Notre visiteur ricana. Vous les appréciez. Vous êtes heureusement le seul homme de Londres à les apprécier. Savez-vous quel est votre mal? Le même, répondit Holmes. Ah, vous reconnaissez les symptômes? Je ne les reconnais que trop bien. Eh bien, cela ne m'étonnerait pas, Holmes. Je ne serais pas surpris si c'étaient les mêmes. Dans ce cas, les perspectives ne seraient pas drôles pour vous. Le pauvre Victor est mort le 4e jour. Il était jeune, fort, vaillant. Comme vous l'avez dit, c'était assez surprenant qu'il eût contracté au cœur de Londres un mal asiatique assez rare, mal que j'avais de surcroît spécialement étudié. Singulière coïncidence, Holmes. Très habile de votre part de l'avoir remarqué, mais peu charitable d'avoir suggéré que c'était la cause et l'effet. Je savais que vous l'aviez fait. Oh, vous le saviez, vraiment. Eh bien, vous ne pouviez pas le prouver en tout cas. Mais que pensez-vous d'un homme qui répand des rapports de ce genre sur mon compte, et puis qui rampe pour obtenir du secours quand il est malade? Quel jeu est-ce cela, hé? J'entendis la respiration haletante du malade. Donnez-moi à boire, murmura-t-il. Vous êtes près de la fin, mon ami. Mais je ne veux pas que vous quittiez ce monde sans que nous ayons ensemble une petite conversation. Voilà pourquoi je vous donne de l'eau. Là, ne la renversez pas. Bien. Pouvez-vous comprendre ce que je dis? Holmes grogna. Faites ce que vous pouvez pour moi, haleta-t-il. Laissez le passé dans le passé. J'oublierai ce que j'ai dit, je vous le jure. Guérissez-moi seulement et je l'oublierai. Oubliez quoi? Les circonstances de la mort de Victor Savage. Vous venez d'admettre que vous l'avez tué. Je l'oublierai. Vous pouvez l'oublier ou vous en souvenir, comme vous voudrez. Je ne vous vois pas dans le box des témoins. Je vous vois plutôt dans une boîte d'une forme différente, mon bon Holmes. Oui, je vous assure. Il ne m'importe guère que vous sachiez comment est mort mon neveu. Ce n'est pas de lui que nous parlons. C'est de vous. Oui. Le bonhomme qui est venu me trouver. J'ai oublié son nom. Il m'a dit que vous aviez contracté le mal dans East End parmi les marins. C'est ce que je crois. Vous êtes fier de votre cerveau, Holmes, n'est-ce pas? Vous vous croyez habile, n'est-ce pas? Vous êtes tombé sur plus habile que vous, pour une fois. Maintenant, faites un effort en arrière, Holmes. Vous ne voyez pas une autre occasion où vous auriez pu attraper le mal? Je ne peux pas penser. Mon esprit s'en va. Pour l'amour du ciel, aidez-moi. Oui, je vais vous aider. Je vais vous aider à comprendre simplement où vous en êtes et comment vous en êtes arrivé là. Je tiens à ce que vous le sachiez avant de mourir. Donnez-moi quelque chose pour me soulager. C'est douloureux, hein? Oui, les coulisses hurlaient de douleur sur la fin. Cela vous prend comme des crampes, je parie. Oui, des crampes. Eh bien, vous allez pouvoir entendre ce que je vais vous dire. Écoutez. Ne vous rappelez-vous pas un incident sortant de l'ordinaire et survenu un peu avant le début de vos symptômes? Non, rien. Réfléchissez. Je suis trop malade pour réfléchir. Je vais vous aider. Vous n'avez rien reçu par la poste. Par la poste? Oui, un paquet, par hasard. Je m'évanouis. Je m'en vais. Écoutez, Holmes. Il y eut un bruit comme s'il secouait le mourant, et je dus me maîtriser pour ne pas sortir de ma cachette. Vous devez m'entendre. Vous allez m'entendre. Vous rappelez-vous une boîte en ivoire. Elle est arrivée mercredi. Vous l'avez ouverte. Vous vous en souvenez? Oui, je l'ai ouverte. Il y avait un ressort pointu à l'intérieur. Une farce. Ce n'était pas une farce. Vous vous en apercevrez à vos dépens. Imbécile, vous l'avez bien cherché. Qui vous a demandé de vous mettre en travers de mon chemin? Si vous m'aviez laissé tranquille, je ne vous aurais pas fait de mal. Je me rappelle, balbutia Holmes. Le ressort, il m'a piqué au sang. Cette boîte, celle-ci sur la table. Celle-ci même, pardieu, et je la mets dans ma poche avant de vous quitter. Ainsi disparaîtra votre dernier lambeau de preuve. Mais vous savez la vérité à présent, Holmes, et vous pouvez mourir avec la certitude que je vous ai tué. Vous connaissiez trop de choses sur la mort de Victor Savage. Je vous ai envoyé de quoi partager son destin. Vous êtes tout près de votre fin dernière, Holmes. Je vais m'asseoir et attendre votre mort. La voix de Holmes n'était plus qu'un chuchotement presque inaudible. Quoi? Dit Smith. Plus de lumière?
Ah, les ombres commencent à tomber, hein? Plus de lumière. Ah, les ombres commencent à tomber, hein? Oui, je vais faire les grandes lumières afin que je puisse mieux vous regarder mourir. Il traversa la chambre et la lampe brilla avec tout son éclat. Y a-t-il un autre petit service que je puisse vous rendre, mon ami? Une allumette et une cigarette. La joie et la stupéfaction manquèrent de me faire bondir hors de ma cachette. Il parlait avec son timbre normal, un peu faible peut-être, mais je reconnaissais bien la voix. Un long silence s'ensuivit, et je devinai que Culverton Smith, ahuri, contemplait le malade. « Que signifie tout cela » dit-il d'un ton sec, âpre. « Le meilleur moyen de bien jouer un rôle, dit Holmes, c'est d'entrer dans la peau du personnage. Je vous donne ma parole que depuis 3 jours je n'ai rien mangé ni bu, exception faite de ce verre d'eau que vous avez eu la bonté de me tendre. Mais pour le tabac, ça a été plus dur. Ah, voici quelques cigarettes. » J'entendis le frottement d'une allumette. « Je vais beaucoup mieux. Hello, entendrai-je le pas d'un ami ?» Des pas résonnèrent derrière la porte qui s'ouvrit et l'inspecteur Morton apparut. « Tout est en règle. » Pardon. « Tout est en règle. Voici votre homme, » lui dit Holmes. Le policier employa les formules habituelles. « Je vous arrête sous l'inculpation de meurtre sur la personne du nommé Victor Savage, » conclut-il. « Et vous pourriez ajouter de tentative de meurtre sur la personne d'un nommé Sherlock Holmes, » fit observer mon ami avec un petit rire. Pour épargner un souci à un malade, inspecteur, M. Culverton Smith a eu la bonté de donner notre signal en ouvrant davantage lui-même le gaz. D'autre part, le prisonnier a dans la poche droite de son manteau une petite boîte qu'il voudrait mieux lui retirer. Merci. À votre place, je la manipulerai avec précaution. Posez-la ici. Elle sera utile au procès. Une légère bousculade s'ensuivit et se termina par un bruit de ferrailles et un cri de douleur. « Vous ne réussirez qu'à vous faire du mal, » dit l'inspecteur. « Restez tranquille, voulez-vous » J'entendis le cliquetis des menottes qui se refermaient. « Un joli piège » cria la voix de Fossé. « Il vous amènera dans le box, monsieur Holmes, mais pas moi. Il m'avait fait prier de venir le soigner. J'ai eu pitié de lui, et je suis venu. Maintenant, il prétendra sans nul doute que j'ai dit quelque chose de nature à étayer ses infâmes soupçons. Mentez comme il vous plaira, Holmes. Ma parole vaut bien la vôtre. » « Mon Dieu !» s'écria Holmes. « Je l'avais totalement oublié. Mon cher Watson, je vous dois 1 millier d'excuses quand je pense que je vous avais négligé. Je n'ai pas besoin de vous présenter à M. Culverton Smith, puisque je crois que vous vous êtes déjà rencontrés au début de la soirée. Avez-vous le fiacre en bas ? Je vous suivrai quand je serai habillé, car je vous serai peut-être de quelque utilité au commissariat. » Pendant que Holmes avalait un verre de vin et quelques biscuits, tout en s'habillant, il me dit « Jamais je n'en ai eu davantage besoin. Vous le savez, je n'ai pas d'habitude très régulière pour mes repas, et le jeûne m'a moins affecté que beaucoup d'autres personnes. Mais il était indispensable que je puisse convaincre Madame Hudson de la réalité de ma condition, puisqu'elle devait vous en informer, et vous, en informer Smith à votre tour. Vous ne m'en voulez pas, Watson. Comprenez que parmi tous vos talents, la dissimulation n'a pas sa place. Si vous aviez partagé mon secret, vous n'auriez jamais été capable de persuader Smith de la nécessité urgente de sa présence qui était au centre de mon plan. Connaissant sa nature vindicative, je savais parfaitement qu'il viendrait contempler son chef-d'œuvre. Mais votre aspect physique, Holmes, votre visage de spectre. 3 journées de jeûne total n'arrangent jamais une beauté, Watson. Pour le reste, il n'y a rien qu'une éponge ne puisse faire disparaître. Avec de la vaseline sur le front, de la belladone dans les yeux, du rouge sur les pommettes et des croûtes de cire autour des lèvres, on peut toujours produire un effet satisfaisant. Le maquillage est un sujet sur lequel j'ai eu souvent envie d'écrire une petite monographie. Quelques propos sur des demi-couronnes, des huîtres, ou n'importe quoi de bizarre, produisent un plaisant effet de délire. Mais pourquoi ne vouliez-vous pas que je vous approche, puisqu'il n'y avait nul danger de contagion ? Vous le demandez, mon cher Watson ? Croyez-vous que j'estime si peu vos talents de médecin ? Pouvais-je imaginer que votre jugement astucieux se méprendrait sur le cas d'un mourant qui, bien que faible, ne présentait ni accélération du pouls, ni hausse de température ? À 4 mètres, j'avais une chance de vous tromper. Si j'échouais à vous persuader de mon mal, qui serait allé chercher mon Smith et me l'offrir à discrétion ? Non, Watson, ne touchez pas à cette boîte.
Si vous la regardez de côté, vous pouvez voir d'où le ressort pointu se détend comme la langue d'une vipère. J'affirme que c'est par un procédé analogue que le pauvre Savage, qui s'interposait entre ce monstre et un héritage, a été tué. Mon courrier est toutefois, comme vous le savez, assez varié, et je suis toujours sur mes gardes quand je reçois des paquets. Je compris aussitôt qu'en lui faisant croire qu'il avait réussi, je pourrais lui arracher une confession par surprise. Je me suis donc déguisé comme un véritable artiste. Merci, Watson, il faut que vous m'aidiez à mettre mon manteau. Quand nous aurons terminé au commissariat de police, je crois qu'un petit repas chez Simpson ne serait pas déplacé. Et c'est la fin de la nouvelle L'aventure du détective agonisant. Ce sera donc également la fin de la lecture pour ce soir. Nous passons à l'outro, les amis. Et du coup, re-chamaste. Et Miss Perrine qui nous disait pendant la lecture « Oh là là, j'ai comme l'impression qu'il joue les malades pour obtenir des aveux. » Et tu avais en effet raison. Pareil, je sais pas à quelle page je m'en suis douté, mais à partir d'un moment, je me suis dit « Ah, ok, d'accord. » Il y a un moment où j'ai compris, mais ce qui est cool, c'est que ça a été une compréhension avec satisfaction. C'est ça qui est très difficile dans ce genre de secret, ménagé par les auteurs, c'est que si la révélation se fait un peu trop tôt, ça peut être très décevant. Il peut y avoir ce truc de oh là là, mais c'est trop facile à comprendre et c'est pas intéressant et j'avais compris il y a tellement longtemps et ainsi de suite. Je trouve que quand on comprend en avance, mais avec un timing relativement court, c'est quand même plaisant. Et moi, ça m'a fait ça personnellement. Je l'ai compris pas longtemps avant que ça se révèle, mais suffisamment. Mais pas trop longtemps. Comment dire. Mais le sentiment de satisfaction a quand même été là. J'ai quand même trouvé ça bien fait. Et j'ai quand même eu cette. En fait, c'est ça. Ça revient à la sensation de. Ah, ok, bien joué. Genre, pour moi, c'est presque un bien joué à l'auteur, à Arthur Conan Doyle, quoi. C'est presque. Ah, bien joué, tu m'as bien eu, quoi. Et du coup, non, franchement, je trouve que la nouvelle est bien écrite. Je trouve que l'effet de surprise fonctionne bien. Et en plus, je trouve que par rapport à ce qu'on pourrait imaginer peut-être des nouvelles dans le genre policier, je trouve que finalement, les rebondissements de fin qui sont des réelles surprises très... qui donnent des effets de surprise, je trouve pas qu'il y en ait tant que ça dans les nouvelles qu'on a lues jusqu'à présent. Il y a des rebondissements, mais je sais pas. Il n'y a pas un truc qui m'ait mis le cul par terre où je me dise waouh, la surprise de dingue. Là, je trouvais que c'était bien ménagé, que c'était bien, que c'était bien amené tout simplement, bien construit. Et en plus, parfois aussi, on peut tomber dans l'excès inverse. On peut se dire ça sort de nulle part, c'est mal foutu. Là, le fait qu'il n'ait pas mis Watson au courant, etc., on pourrait se dire ah bah oui, bah d'accord, n'importe quoi, c'est trop. Mais en fait, non, je trouve pas que ça soit trop. Je trouve que c'est éminemment bien pensé pour le coup, parce que il le justifie très bien en disant bah oui, non, j'avais besoin que vous soyez dans la panique, Watson. Et non, ça marche très très bien. Franchement, j'ai beaucoup apprécié sur cette nouvelle. Miss Perrine qui dit on se sent très intelligent dans ces cas-là. Il y a peut-être de ça, hein. Il y a peut-être de ça dans la satisfaction aussi. Encore que, tu vois, en même temps, c'est aussi se sentir intelligent. Mais encore que, lorsque des histoires tombent à l'eau bien plus tôt, ça a un côté très décevant, même si on peut se sentir aussi intelligent. Ça dépend. Moi, je sais que le truc... ça m'est arrivé une fois où j'ai trouvé ça explosion du cerveau et que c'était dingue. C'est dans l'œuvre d'Asimov. J'en dis pas plus si un jour vous voulez lire Asimov. Déjà en disant ça, je risque de vous gâcher le plaisir. Mais franchement, dans l'œuvre d'Asimov, il y a une œuvre.
c'est mon plus beau rebondissement et c'est mon plus gros brain fart du monde, entre guillemets, où vraiment j'ai eu une révélation que j'avais pas vu venir. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que je m'étais dit que c'était ça, et après coup, je me suis dit non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Et en fait, quand c'est arrivé, j'étais quand même étonné alors que j'y avais pensé au début. Et quand c'est arrivé, j'ai quand même été étonné parce que entre temps, la piste s'était perdue et je m'étais dit non, c'est vraiment pas possible. Et en fait, c'était quand même crédible et quand même une bonne surprise. Et où vraiment à la fin, j'étais en mode waouh, c'est dingue d'avoir réussi à manœuvrer là-dedans et à écrire justement un rebondissement si satisfaisant, qui soit si juste, qui soit à la fois très surprenant, mais à la fois très compréhensible, très cohérent. Et waouh, c'était une grosse claque. Grosse, grosse claque. Asimov, globalement, je trouve qu'il écrit très très bien et qu'il met des grosses claques. Je trouve assez intéressant que cette nouvelle soit la conclusion d'une histoire et qu'on n'en voit pas le début. Oui, c'est vrai, c'est très juste, c'est complètement in medias res. Et c'est marrant, encore une fois, parce que je trouve que ça nous amène sur des procédés qu'on n'a pas eu jusqu'à présent beaucoup. Euh, le fait que Sherlock Holmes euh, se voit un peu devenir un acteur, c'est pas quelque chose que j'ai souvenir d'avoir vu dans les œuvres de Sherlock Holmes que j'ai lues. Donc non, ça donne encore une autre palette au personnage, une autre corde à son arc. Franchement, je trouve ça très 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 cool. J'ai beaucoup beaucoup apprécié. On va très rapidement aller voir quelques petits mots de la fin. On va pas faire très long non plus, mais juste aller checker deux trois trucs, deux trois notions. Il y avait donc oui, je voulais vous dire la maladie que les gens avaient soupçonnée. Alors c'était l'aventure du détective agonisant. J'avais vu ça tout à l'heure sur le Wikipédia de la nouvelle. En gros, les gens... Voilà, des travaux ont été menés pour découvrir la maladie que Holmes désigne comme étant la fièvre de Tapulie. William A. Sodman Jr., spécialiste en maladies tropicales, a conclu qu'il s'agissait de la mélioïdose, ce qu'a confirmé le médecin Setu Kavora. Et excusez-moi, la mélioïdose est une maladie infectieuse bactérienne. Elle est due à un bacille de... Ouais, ça, on va pas rentrer dans le détail parce que sinon on va pas comprendre. Maladie orpheline sévère avec un taux de mortalité élevé, avec tendance aux rechutes élevées. Elle est plutôt présente chez les personnes âgées de 40 à 60 ans. Identifiée pour la première fois en 1912. Endémique en Asie. Donc ça va bien avec ce qu'on disait pour la Chine. Au contact de Chinois dans les docks. Donc ça semble bien logique. Et il y a la forme aiguë, chronique et latente, avec symptômes de fièvre, vomissement, diarrhée, déshydratation, abcès du poumon, pleurésie. C'est quoi déjà la pleurésie? J'avais déjà entendu. Inflammation chronique des membranes qui entourent les poumons. Ouais, ok. Par contre, je sais pas, il n'y a pas l'air d'avoir de délire, en tout cas là comme ça. Bon, on va pas entrer dans le détail de la page parce qu'après c'est des termes très techniques et que de toute manière, on n'est pas médecin. Mais ok, ok. Ça, je trouve ça intéressant. J'ai l'impression que c'est un procédé qui se fait beaucoup. Des recherches de la part de lecteurs sur une œuvre pour essayer de trouver ah tiens, à tel moment il parle de ci, il parle de ça. Je trouve ça marrant que des lecteurs s'investissent d'une mission comme ça à vouloir un peu un complément d'information. Je trouve ça assez marrant. Il y a un autre terme que je ne sais pas prononcer d'ailleurs si ça se trouve et que je ne connais pas pour le coup. Alors attendez. Est-ce qu'on va savoir trouver facilement? C'était ça, c'était les coulis. Alors moi je disais les coulisses, mais peut-être qu'on dit les coulis du coup.
Ah, on a l'air de dire coulis et pas coulisses comme je l'ai prononcé. Je pensais que c'était peut-être un terme anglais potentiellement. Donc du coup, je disais coolies en me disant, bon, bah c'est le pluriel. Mais non, c'est les coulis. Et donc, en Inde et en Chine, ce sont des travailleurs, des porteurs. Ah, je savais pas pour le coup. Terme désignant au XIXe siècle les travailleurs agricoles d'origine asiatique. Le mot est aujourd'hui employé dans les pays anglophones dans un sens péjoratif. Ok. Donc c'est un mot qui a évolué vers un sens péjoratif, comme beaucoup de mots. Euh, L'étymologie reste incertaine. Touc, touc. Il y a la forme coles en portugais avant. Peut-être emprunté à l'intermédiaire de l'anglais. Ouais, ok, bon. Pour le coup, l'étymologie a l'air hyper compliquée à définir. Est-ce que je peux rechercher par mes... La graphie Kouli est empruntée à l'anglais Kouli en hindi, Kouli en ourdou, Kouli lui-même du turc, qui veut dire serf esclave. Euh, Membre d'une caste de la région de Gujarat à l'ouest de l'Inde, qui est un emprunt au portugais. Et sinon, en turc, ça veut dire serf esclave, et en chinois, ça veut dire dur labeur, ce qui pourrait être la transcription du mot indien. Les Portugais qui attestent le mot depuis 1554 comme ethnique et 1581 au sens de portefaix l'ont véhiculé au sud de l'Inde et en Chine, parage où il a peut-être été emprunté par l'anglais. Un portefaix, c'est une personne dont le métier consiste à porter des fardeaux. Ok. Ok. Donc on est vraiment sur le sens qu'on disait tout à l'heure de porteur. Très bien. Donc du coup, ça fait du sens aussi avec les Chinois qui étaient au dock. Parce que du coup, ils étaient certainement en train de porter des choses potentiellement. Si je suis la logique, j'ai l'impression. Et là, j'ai une photo où on a des coulis portant un Européen. Donc là, on a vraiment une photo avec ces fameux porteurs, travailleurs indiens chinois. Vous savez, en train de porter sur leurs épaules des bâtons de bois reliés à une grande caisse, on va dire, où est allongé un Européen. Donc là, on voit bien le côté esclave pour le coup, voilà quoi. Indiens ou chinois embauchés pour aller travailler dans les diverses colonies européennes, nous dit-on sur Wiktionnaire. Ok, je connaissais pas du tout le terme de coulis pour le coup, j'avoue. Euh, je regarde sur une dernière source. Et du coup, bonne lecture à toi en rediff, Sarah Drew. Merci d'être passé faire coucou. Alors, sur le trésor de la langue française, on nous dit asiatique qui s'engageait comme travailleur salarié dans une colonie, en particulier émigrants chinois en Amérique. Ah bah c'est encore une autre définition alors du coup. Hmm. Dans les pays de l'Est asiatique, c'est un homme engagé pour porter les bagages de l'armée. Par extension, un homme employé aux travaux pénibles, manœuvres, porteurs, tire-pouces, etc. Ok, ok. Bon, on voit un peu, tout ce que ça peut signifier. On a un peu une idée comme ça. On a un peu une idée de comment dire, de l'environnement du mot, j'ai envie de dire. C'est un palanquin, ce type de véhicule pour info. Waouh! Un palanquin. J'ai déjà entendu le mot, mais je ne savais pas ce que c'était. Chaise ou litière portée à bras d'homme ou à dos d'animal dans les pays d'Asie. Palanquin. Bah merci. Merci pour cette information, Miss Perrine. On a parlé de la maladie, on a parlé des coulis, je pense.
Il y avait pas d'autres mots. Il y a pas d'autres mots qui m'ont vachement marqué dans l'œuvre, je vous avoue. Euh, Ouais, non, il y a pas d'autres mots qui m'ont vachement marqué dans l'œuvre ou de notions que j'aurais voulu aller chercher. J'ai l'impression que c'était plutôt simple. J'en ai pas repéré là à la lecture rapidement. Je vous propose du coup qu'on poursuive sur palanquin. Quelle est l'origine du mot palanquin? Alors, palanquin, étymologie. Le mot palanquin, du portugais palanquim, du sanskrit palianka, qui veut dire petit palan en italien aussi. Palancino. Ok. Sorte de chaise à porteur de litière portée par des hommes ou par des animaux et dont les personnes importantes se servent dans l'Inde et en Chine pour se faire transporter. En marine, c'est aussi un petit palan de bout de vergue servant à relever le bas des voiles pendant qu'on y prenait des risses pour que la voile ne soit pas raide. Et bien sûr, si on nous dit que c'est un petit palan, qu'est-ce qu'un palan? Un palan, c'est un assemblage de poulies et de cordages dont on se sert soit pour exécuter des manœuvres à bord de navires, soit pour soulever de pesants fardeaux. Voilà un peu le délire. Qu'est-ce que j'avais vu aussi sur le palanquin? Le mot palanquin vient du tamoul palaku et du telugu palaki qui désigne une couche ou dormir. L'utilisation des palanquins est mentionnée dans des textes aussi anciens que le Ramayana qui date de 250 avant Jésus-Christ. Ah oui, d'accord. C'est un truc tellement vieux. Alors désolé si sur les prononciations je suis pas au top. Je vous avoue que en chinois, en hindi, je n'ai aucune qualification. D'où le nom palanqué aussi. Ah bah je connaissais pas, palanqué non plus. Ensemble des fardeaux réunis par une élingue, groupe de plongeurs sous-marins. Ah bah alors là je comprends pas du tout pour le coup. Ensemble de marchandises déplacées à l'aide d'un palan. Ok. Mais je connaissais pas du tout le mot palanqué non plus. Donc vous m'apprenez des choses. C'est cool. C'est cool. Ce soir, les mots de la fin ont été complètement, comment on dit, interactifs. Merci Miss Perrine et Chamast d'avoir participé à l'extension de nos connaissances. Pour terminer, je regarde juste le palanquin sur le trésor de la langue française parce que c'est vraiment, je trouve, le meilleur site pour tout ce qui est définition. Siège ou litière portée à bras d'homme, parfois à dos de chameau ou d'éléphant, en usage dans les pays orientaux. Est-ce qu'on en apprend un peu plus? Je ne crois pas. Alors, d'abord, palanque. Ouais, nan. Je regarde parce qu'il y a plein de petites notes en plus sur l'emprunt. Donc oui, apparemment, ça vient vraiment du portugais, de l'italien. Et puis avant ça, des Indes et ainsi de suite. Et sinon, on a le deuxième sens que je vous ai lu en marine. Donc en soi, il n'y a pas plus à dire, je crois. On dit souvent une palanquée de quelque chose pour dire une grosse quantité. Ah, j'avoue que quand tu le dis comme ça, je pense avoir déjà entendu quelqu'un employer cette expression dans ce sens. J'avoue, ça me parle. Bon bah très bien, on en a appris un petit peu sur la maladie, sur les coulis et sur les palanquins. C'était des mots qu'on croise pas tous les jours ce soir, hein. Mais c'est cool, on en apprend, on se cultive, c'est grave intéressant. J'espère que ça vous plaît, ce principe des mots de la fin. N'hésitez pas encore une fois à faire des retours là-dessus. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous m'avez regardé en rediffusion sur YouTube, à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo, à me laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur mes réseaux et tutti quanti. Nous nous retrouvons pour la suite de la lecture mardi à 21h avec la nouvelle La disparition de Lady Frances Carfax. La disparition de Lady Frances Carfax. Carfax, je sais pas trop comment on prononce. Faudra que je regarde. Mais il me semble, pour le coup, au titre en tout cas, il me semble, parce que Lady Frances Carfax, ça me dit quelque chose,
Il me semble que cette nouvelle, pour le coup, est une nouvelle assez connue dans l'œuvre de Conan Doyle. Si je ne dis pas de conneries. Il me semble que c'est une nouvelle assez connue. Bref, le live de mardi sera un peu plus long. Ça sera donc à 21h, bien entendu, comme d'habitude. On se retrouve à coup sûr dimanche de 21h à minuit sur mon Discord pour une veillée, pour ceux qui le désirent. Et on se retrouve quasiment à coup sûr demain. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux, encore une fois, au bon moment. Comptez entre 13h et 14h, je pense, pour le lancement d'un live sur la fin de ma bibliothèque, les œuvres dont l'initiale de l'auteur commence par un T jusqu'à la fin de l'alphabet. Je pense qu'on arrive à finir tout l'alphabet demain. Ça va être cool. Et j'aurai le sentiment satisfaisant, un peu de une bonne chose de faite, d'avoir complété quelque chose. Bref, à demain pour les plus courageux. Sinon, bon samedi dimanche à tous. Et à très, très vite dans tous les cas pour de nouvelles aventures. Bonne nuit. Bye bye.